Bonjour à tous, je m'appelle Bruno et aujourd'hui, je vais vous emmener à travers l'incroyable histoire de l'une des marques les plus emblématiques au monde, Coca-Cola. Coca-Cola dépense chaque année des milliards en publicité, mais étonnamment, ils ne cherchent jamais à vendre directement leurs produits. Ce qu'ils vendent, c'est une idée, le bonheur, l'harmonie, la convivialité. Mais derrière cette image scintillante se cache une vérité beaucoup plus sombre. Au fil des décennies, l'entreprise a été accusée de causer des maladies, des sécheresses, de l'exploitation et bien pire encore. Alors accrochez-vous, car nous allons explorer comment Coca-Cola est devenu ce géant mondial, couvrant 3 siècles d'histoire. Nous découvrirons les vérités troublantes derrière leur succès et examinerons à quel prix cet empire a été bâti. Une chose est sûre, on ne construit pas un empire en vendant de l'eau sucrée simplement en disant la vérité. Prêt pour ce voyage? Allons-y! Chapitre 1. Comment Coca-Cola a vraiment commencé? Coca-Cola vous donne ce sentiment de fraîcheur. Rien ne vaut un Coca-Cola bien glacé. Revenons dans les années 1880. À cette époque, il y avait une certaine méfiance envers les médecins et les gens se tournaient vers des remèdes maison. Des entrepreneurs opportunistes ont saisi cette occasion pour créer des potions et élixirs prétendant offrir une multitude de bienfaits médicaux. En réalité, ces concoctions étaient souvent dangereuses et inefficaces, mais sans réglementation, ils pouvaient prétendre à n'importe quel bénéfice pour la santé. Les affaires prospéraient. Un médicament breveté populaire était le Vin Mariani, un mélange de vin et de cocaïne censé guérir presque toutes les maladies à condition d'en boire 3 verres par jour. Un homme particulièrement fan de ce breuvage était John Pemberton, un vétéran de guerre gravement blessé au combat. Les médecins pensaient qu'il allait mourir et l'avaient mis sous morphine pour soulager ses douleurs. Mais John a survécu, développant une forte dépendance à la morphine. Quand il a découvert le Vin Mariani, il en est devenu accro, croyant que cela l'aidait à surmonter sa dépendance. Et bien sûr, après en avoir bu, il se sentait mieux, mais pas parce que c'était médicinal, mais parce qu'il contenait du vin et de la cocaïne. En tant que chimiste, Pemberton a décidé de créer sa propre version. En 1884, il a lancé le French Wine Coca, une copie du Vin Mariani avec quelques ingrédients supplémentaires. Ce breuvage deviendra plus tard Coca-Cola. Pour être honnête envers Pemberton, il n'était pas un escroc cherchant à tromper les gens. Il croyait vraiment en son produit. Cependant, son timing était terrible. 1 an plus tard, la prohibition a frappé et de nombreux États ont interdit l'alcool. Pemberton a dû retirer le vin de sa boisson et le remplacer par de l'eau gazeuse, ce qui a rendu la boisson très amère. Il a donc ajouté une énorme quantité de sucre pour compenser. Le vin retiré, il fallait un nouveau nom. Heureusement, le comptable de Pemberton, Frank Robinson, a proposé un nom accrocheur, Coca-Cola. L'entreprise prétendra plus tard que ce nom ne signifie rien, mais ce n'est pas vrai. Il faisait référence aux 2 ingrédients principaux du breuvage, la noix de cola, qui contient de la caféine, et la feuille de coca, qui contient de la cocaïne. Aujourd'hui encore, Coca-Cola nie que sa formule ait jamais contenu de la cocaïne, bien que cela soit largement documenté. En 1888, alors que John Pemberton, le créateur de Coca-Cola, était sur son lit de mort, il prit la décision de vendre son entreprise. Le montant? Un modeste $300. L'acheteur, Asa Candler, était un entrepreneur ambitieux qui voyait dans cette boisson bien plus qu'un simple produit. Candler avait une vision. Transformer Coca-Cola en une marque incontournable, une véritable institution. Ce qu'il achetait, ce n'était pas seulement une recette, mais une opportunité de créer quelque chose de beaucoup plus grand. Dès qu'il prit le contrôle total de l'entreprise, après avoir également racheté les parts restantes, Asa Candler se mit au travail. Il savait qu'il devait faire connaître Coca-Cola au plus grand nombre. Et pour cela, il avait une stratégie simple mais révolutionnaire pour l'époque, rendre la marque impossible à ignorer. Candler inonda littéralement les villes avec le logo Coca-Cola. Partout où vous alliez, dans les rues, les magasins, les restaurants, vous voyez des bannières, des panneaux publicitaires, des slogans peints sur les murs et les devantures chez Gazette de magasins, tous arborant le nom Coca-Cola dans ses lettres emblématiques.
le rouge et blanc devenait une couleur familière, presque omniprésente. Cette stratégie était audacieuse, car elle visait à ancrer Coca-Cola non seulement dans votre esprit, mais dans votre quotidien. Mais Asa Candler avait une autre idée, une idée de génie qui allait vraiment transformer Coca-Cola en un succès retentissant. Les coupons gratuits. À l'époque, cette approche était inédite. Candler distribua des milliers, voire des millions de coupons permettant aux gens de goûter Coca-Cola gratuitement. Pourquoi? Parce qu'il croyait fermement que si les gens essayaient qu'à la boisson, ils en deviendraient accros et reviendraient en acheter. Et il avait raison. Cette stratégie fut un succès monumental. Les consommateurs, attirés par la gratuité, goûtaient la boisson et, séduits par son goût unique, revenaient pour en acheter encore et encore. Cependant, Asa Candler réalisa rapidement que vendre Coca-Cola comme un médicament, comme l'avait initialement imaginé Pemberton, était une erreur stratégique. À cette époque, Coca-Cola était encore commercialisé comme un médicament breveté, une industrie qui commençait à perdre de sa crédibilité. Ces médicaments brevetés, souvent remplis de promesses exagérées et d'ingrédients douteux, étaient de plus en plus perçus comme des arnaques. Les scandales autour de ces produits menaçaient de ternir la réputation de Coca-Cola. Candler prit donc une décision audacieuse et intelligente. Il repositionna la boisson. Coca-Cola ne serait plus vendue comme un remède, mais comme un plaisir universel, une boisson rafraîchissante que tout le monde pouvait apprécier, qu'on soit malade ou non. Cette transformation d'image était risquée, mais elle porta ses fruits. Coca-Cola n'était plus associée aux médicaments brevetés en déclin, mais à une expérience de plaisir et de partage. Avec ce repositionnement, les ventes de Coca-Cola commencèrent à exploser. Mais Asa Candler ne s'arrêta pas là. Il comprit que pour transformer Coca-Cola en une marque véritablement emblématique, il devait investir massivement dans la publicité. Et c'est exactement ce qu'il fit. Candler utilisa les médias de l'époque pour promouvoir Coca-Cola comme bien plus qu'une simple boisson. Il commença à embaucher des célébrités et des personnalités influentes pour vanter les mérites de la boisson. Les publicités montraient des moments de bonheur, des instants de convivialité entre amis ou en famille, toujours autour d'une bouteille de Coca-Cola. L'idée était simple mais puissante. Coca-Cola n'était pas seulement une boisson, c'était une tradition, une source de joie, un symbole d'unité. L'un des coups de génie marketing de Candler fut l'association de Coca-Cola avec Noël. Il utilisa l'image du Père Noël dans ses publicités, toujours accompagnée d'une bouteille de Coca-Cola. Une bouteille de Coca-Cola. Ces campagnes festives contribuèrent à renforcer l'image chaleureuse et conviviale de la marque, mais elles eurent également un impact culturel durable. En effet, l'image moderne du Père Noël que nous connaissons aujourd'hui, avec son costume rouge et blanc, est en grande partie influencée par les publicités de Coca-Cola. Grâce à ces stratégies audacieuses, Coca-Cola devint bien plus qu'une simple boisson gazeuse. La marque était désormais un symbole, une icône culturelle. En quelques années seulement, Asa Candler avait transformé Coca-Cola d'un produit relativement inconnu en un phénomène national. Mais ce n'était que le début. Avec les bases solides posées par Candler, Coca-Cola était prêt à s'étendre au-delà des frontières américaines, à conquérir le monde et à devenir l'une des marques les plus reconnaissables de la planète. Une chose était claire. Asa Candler avait bâti un empire, et cet empire, bien qu'encore jeune, était déjà en train de redéfinir ce que signifiait être une marque mondiale. Ainsi, l'ascension spectaculaire de Coca-Cola, sous la direction visionnaire de Candler, montre que le succès ne repose pas seulement sur un bon produit, mais sur une stratégie marketing brillante et une compréhension profonde des désirs humains. Mais comme nous le verrons, cette ascension fulgurante n'était pas exempte de controverses. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Coca-Cola s'est retrouvé face à une situation délicate. Le sucre, un ingrédient essentiel de leur boisson, était rationné aux États-Unis, car il était prioritairement destiné à l'effort de guerre. Cela aurait pu sérieusement freiner la production de Coca-Cola, mais l'entreprise, fidèle à son ingéniosité commerciale, trouva un moyen de transformer cette crise en opportunité. Coca-Cola réussit à convaincre le gouvernement américain que son produit n'était pas seulement une boisson, mais un outil crucial pour maintenir le moral des troupes américaines. Ils présentèrent Coca-Cola comme un symbole patriotique, un goût familier, qui rappelait aux soldats leur foyer.
Cet argument s'avéra extrêmement convaincant. Résultat, Coca-Cola fut exempté des restrictions sur le sucre, ce qui permit à l'entreprise de continuer à produire à pleine capacité, alors que d'autres entreprises alimentaires faisaient face à des limitations strictes. Mais Coca-Cola ne s'arrêta pas là. L'entreprise proposa une idée révolutionnaire, construire des usines d'embouteillage directement à l'étranger, là où les troupes américaines étaient stationnées. Ces usines, en grande partie financées par le gouvernement américain, avaient monté pour objectif de fournir des bouteilles de Coca-Cola aux soldats, peu importe où ils se trouvaient. L'entreprise s'engagea à ce que chaque soldat puisse acheter une bouteille de Coca-Cola pour seulement 5 cents, où qu'il soit dans le monde. Au total, 64 usines d'embouteillage furent construites à l'étranger pendant la guerre. Mais ces usines ne servaient même pas seulement les soldats. En réalité, elles jouaient également un rôle clé dans l'expansion mondiale de Coca-Cola. Les soldats, souvent accueillis en héros par les populations locales, partageaient leur Coca-Cola avec les habitants, introduisant ainsi la boisson dans des pays où elle n'était pas encore connue. Cet échange culturel, volontaire ou non, permit à Coca-Cola de se faire un nom bien au-delà des frontières américaines. Cependant, pendant que Coca-Cola renforçait son image patriotique aux États-Unis, l'entreprise adoptait une approche différente en Allemagne nazie. Lorsque la guerre éclata, les relations commerciales entre les États-Unis et l'Allemagne furent rompues, ce qui signifiait que Coca-Cola ne pouvait plus importer les ingrédients nécessaires pour produire sa boisson phare en Allemagne. Face à cette situation, Max Keith, le dirigeant de Coca-Cola en Allemagne, prit une décision ingénieuse mais controversée. Il créa une nouvelle boisson à partir des ingrédients disponibles localement, principalement des restes alimentaires comme le lactosérum et les pelures de fruits. Cette boisson fut baptisée Fanta. Bien que Fanta ait été développée pour répondre à la pénurie d'ingrédients, elle devint extrêmement populaire en Allemagne pendant la guerre. Après la fin de la guerre, Coca-Cola récupéra les bénéfices générés par Fanta en Allemagne, consolidant encore davantage sa position financière. Ce double jeu de Coca-Cola, d'un côté comme symbole patriotique américain et de l'autre comme entreprise adaptable opérant en territoire ennemi, soulève des questions éthiques sur la façon dont l'entreprise a navigué à travers une période aussi tumultueuse. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La guerre permit aussi à Coca-Cola d'établir une base solide dans de nombreux pays, où les usines d'embouteillage continuaient de fonctionner bien après la fin du conflit. Ces installations devinrent des points d'ancrage pour l'expansion internationale de la marque. En quelques années, Coca-Cola était passé d'une boisson essentiellement américaine à un produit véritablement mondial. Cependant, ce succès fulgurant ne s'est pas fait sans controverse. Coca-Cola est une marque emblématique, mais son histoire est marquée par des décisions qui, bien que stratégiquement brillantes, suscitent des débats éthiques. Peut-on vraiment qualifier de patriotique une entreprise qui profite d'une guerre mondiale pour asseoir son empire tout en coopérant simultanément avec un régime totalitaire? Au final, Coca-Cola a su tirer profit de l'un des événements les plus tragiques de l'histoire humaine pour renforcer sa position sur le marché mondial. Cette capacité à transformer chaque défi en opportunité est sans doute l'un des aspects les plus impressionnants de l'histoire de Coca-Cola. Mais cela soulève également une question importante. À quel prix ce succès a-t-il été obtenu? Et jusqu'où une entreprise est-elle prête à aller pour devenir une icône mondiale? Coca-Cola, à travers son commerce lucratif pendant la guerre, a montré que derrière chaque grande marque se cachent des stratégies audacieuses, mais parfois controversées. Chapitre 4. Les secrets de Coca-Cola, version rallongée à 700 mots. Coca-Cola aime entretenir le mythe selon lequel son plus grand secret est sa fameuse formule, une recette gardée dans un coffre-fort ultra sécurisé, entouré d'un halo de mystère et de dramatique. Pourtant, la formule de Coca-Cola n'est pas aussi secrète qu'il voudrait vous le faire croire. Elle est même disponible sur Wikipédia. Alors, pourquoi une telle mise en scène? Parce que Coca-Cola sait que son succès ne repose pas réellement sur cette formule. En vérité, même si vous reproduisiez la recette exacte, vous ne pourriez jamais rivaliser avec eux. Pourquoi? Parce que leur véritable secret n'est pas dans ce qu'ils vendent, mais dans la manière dont ils le vendent. Prenons un exemple frappant pour illustrer la stratégie de Coca-Cola. Un jour, une enseignante dans une nouvelle école a proposé une idée simple et bien intentionnée. Ajouter des options plus saines dans les distributeurs automatiques, comme des jus de fruits.
À sa grande surprise, le directeur de l'école lui expliqua que cela était impossible. Pourquoi? Parce que l'école avait signé un contrat exclusif avec Coca-Cola. Ce contrat stipulait que seuls leurs produits pouvaient être vendus dans les distributeurs automatiques. En échange, Coca-Cola payait à l'école une somme impressionnante de 300 000 $ par an, soit environ 1 $ par élève. Ce type de contrat n'est pas un cas isolé. En réalité, des accords similaires ont été conclus avec des milliers d'écoles à travers le monde. Cette stratégie s'inscrit dans un plan global de Coca-Cola appelé « Du berceau à la tombe ». L'idée est simple. Pour fidéliser un client à Coca-Cola pour toute sa vie, il faut s'assurer qu'il commence à en boire dès son plus jeune âge. Cette stratégie repose sur une vérité fondamentale en marketing. Il est bien plus facile de séduire un enfant à un âge jeune et influençable que de tenter de convaincre un adulte, dont les habitudes sont déjà bien ancrées. Dans certains cas, les contrats allaient encore plus loin. Certaines écoles pouvaient même gagner de l'argent supplémentaire en vendant davantage de Coca-Cola à leurs élèves. Et dans un contexte où de nombreuses écoles étaient sous-financées et avaient désespérément besoin de revenus, elles se retrouvaient à faire la promotion des produits Coca-Cola auprès des enfants. Cela posait un dilemme moral évident. Fallait-il privilégier les intérêts financiers des écoles ou la santé des élèves? Coca-Cola, de son côté, ne semblait pas se poser cette question, mais Coca-Cola ne s'est pas arrêté là. L'entreprise a également contourné les règles sur la publicité destinée aux enfants de manière créative et insidieuse. Une méthode efficace a été de produire des objets de collection, des poupées Barbie aux couleurs de Coca-Cola, des voitures miniatures, des camions de livraison, des jeux de société et même des jouets prétendument destinés à des adultes. Ces objets séduisaient directement les enfants, tout en permettant à Coca-Cola de prétendre qu'ils n'étaient pas spécifiquement conçus pour eux. Une autre astuce célèbre de Coca-Cola est l'association de la marque avec des fêtes populaires comme Noël. Depuis les années 1930, Coca-Cola a utilisé l'image du Père Noël dans ses campagnes publicitaires, le représentant souvent en train de tenir une bouteille de Coca-Cola. Cette association est si puissante qu'elle a contribué à façonner l'image moderne du Père Noël, jovial, vêtu de rouge et de blanc, et synonyme de joie et de partage. Pour les enfants impressionnables, cette connexion entre Coca-Cola et Noël est indélébile. Dans les années 1980, Coca-Cola est allé encore plus loin en achetant Columbia Pictures, un célèbre studio de cinéma. Cette acquisition permettait à Coca-Cola d'intégrer des placements de produits directement dans les films. Les spectateurs, en particulier les familles et les enfants, voyaient des personnages consommer du Coca-Cola dans des contextes positifs, renforçant l'idée que la boisson faisait partie intégrante de la vie quotidienne. Cependant, après quelques années, Coca-Cola revendit Columbia Pictures, préférant payer d'autres studios pour inclure leurs produits dans les films. Cette pratique, connue sous le nom de placement de produits, reste aujourd'hui l'une des techniques les plus efficaces pour contourner les restrictions sur la publicité ciblant les enfants. Ces stratégies se sont avérées incroyablement efficaces. Des études ont montré que Coca-Cola, c'est l'une des marques les plus reconnues au monde, même par les bébés. Cependant, dans les années 1980, un problème commençait à émerger pour Coca-Cola. De plus en plus de recherches mettaient en lumière les effets négatifs de la consommation de boissons sucrées sur la santé. L'obésité, le diabète de type 2, les caries dentaires et d'autres problèmes de santé étaient de plus en plus associés à la consommation de Coca-Cola et de produits similaires. Face à cette menace, Coca-Cola réagit en diversifiant son portefeuille de produits en introduisant des boissons sans sucre comme le Coca-Cola Light puis le Coca-Cola Zero. Ils commencèrent également à promouvoir leur image comme une entreprise responsable, investissant dans des initiatives de santé publique et de bien-être. Mais derrière ces efforts se cachait une réalité. Coca-Cola ne voulait pas perdre sa place dans les écoles, les foyers et les cœurs des consommateurs du monde entier. Malgré les controverses, Coca-Cola reste un géant du marketing, un maître de l'art d'influencer les habitudes de consommation. Son véritable secret n'est pas sa formule, mais sa capacité à s'insinuer dans nos vies dès le plus jeune âge, en utilisant des stratégies à la fois ingénieuses et controversées. Cela soulève une question importante.
Jusqu'où une entreprise est-elle prête à aller pour maintenir sa domination mondiale? Chapitre 5. New Coke, le plus grand désastre. Dans l'histoire de Coca-Cola, peu d'événements ont marqué autant les esprits que l'épisode de New Coke. Ce chapitre est souvent cité comme l'un des plus grands désastres marketing de tous les temps. Mais il révèle aussi une vérité fascinante sur la manière dont les marques mondiales interagissent avec leurs consommateurs. Revenons sur cette histoire qui a failli ébranler un géant avant de devenir l'un de ses plus grands triomphes. Pour comprendre pourquoi Coca-Cola a pris une décision aussi radicale que de changer sa formule, il faut remonter à ses débuts et à la rivalité féroce avec Pepsi. Coca-Cola a eu plusieurs occasions d'acheter Pepsi, notamment en 1933 pour seulement 50 000 $. Mais l'entreprise a refusé, préférant écraser son concurrent en affirmant sa supériorité. Dans une tentative notable, Coca-Cola a même poursuivi Pepsi en justice, accusant cette dernière d'utiliser le mot « cola » dans ses publicités pour copier leurs produits. Mais ce plan a échoué lorsque Pepsi a contre-attaqué, accusant Coca-Cola d'utiliser des tactiques anticoncurrentielles pour établir un monopole. Les tribunaux ont tranché en faveur de Pepsi, déclarant que le terme « cola » était générique et pouvait être utilisé par n'importe quelle entreprise. Ce revers juridique a marqué le début d'une guerre commerciale sans fin entre les deux géants, une rivalité qui atteindrait son apogée dans les années 1980. Au fil des années, Coca-Cola et Pepsi ont essayé diverses stratégies pour prendre l'avantage. À un moment donné, ils ont commencé à réduire leurs prix et à offrir des remises pour l'étiquette et pour attirer les consommateurs. Mais cette tactique s'est retournée contre eux, car elle ne faisait que réduire leurs marges bénéficiaires. Réalisant qu'ils se faisaient mutuellement du tort, les deux entreprises ont rapidement abandonné cette approche et ont décidé de se concentrer sur la publicité et les campagnes marketing. C'est alors qu'en 1975, Pepsi a lancé une campagne qui allait changer la donne, le Pepsi Challenge. Ce test de goût à l'aveugle consistait à faire goûter deux gobelets blancs, l'un contenant du Pepsi et l'autre du Coca-Cola, sans que les participants sachent lequel était lequel. Les résultats étaient non clairs. Un peu plus de gens préféraient le goût de Pepsi. Avec ces résultats, Pepsi lança une offensive publicitaire, affirmant fièrement qu'en Amérique, plus de gens préfèrent Pepsi. Pour Coca-Cola, c'était un coup dur. Bien qu'ils aient nié publiquement ces affirmations, leurs propres tests internes confirmaient les résultats. Pepsi surpassait Coca-Cola dans les tests de goût à l'aveugle. Cette révélation était alarmante. Pendant des années, Coca-Cola avait dominé le marché, mais maintenant, leur part de marché diminuait lentement mais sûrement, tandis que celle de Pepsi augmentait. Face à cette menace, Coca-Cola entreprit une mission secrète, reformuler sa boisson pour rivaliser directement avec le goût de Pepsi. Après des années de recherche et de tests, ils développèrent une nouvelle formule qui surpassait à la fois Pepsi et leur propre recette originale dans les tests de goût à l'aveugle. Convaincus d'avoir trouvé la solution, ils prirent une décision audacieuse, remplacer leur boisson emblématique par cette nouvelle version, baptisée New Coke. L'annonce de ce changement, faite peu avant le 5e anniversaire de Coca-Cola, provoqua une onde de choc. Les publicités la décrivaient comme le développement le plus significatif de l'histoire de Coca-Cola. Mais dès le début, les réactions furent mitigées. Pepsi ne perdit pas de temps pour se moquer de leur décision, déclarant que Coca-Cola essayait simplement de rattraper le succès de Pepsi. Très vite, le chaos s'installa. Chaque jour, Coca-Cola recevait des milliers d'appels et de lettres de consommateurs en colère. Certains suppliaient pour le retour de l'ancienne formule, tandis que d'autres exprimaient une fureur intense face à ce qu'ils considéraient comme une trahison. La situation était hors de contrôle. Les médias s'emparèrent de l'histoire et des reportages outrés remplissaient les journaux et les émissions télévisées. Lorsqu'ils diffusaient des publicités pour New Coke sur des écrans géants dans des stades, les spectateurs huèrent bruyamment. L'entreprise espérait que la colère s'apaiserait avec le temps et que les consommateurs finiraient par accepter la nouvelle formule. Mais cette stratégie échoua. Les protestations ne faisaient que s'intensifier. Le problème, cependant, n'était pas le goût. En réalité, les tests montraient que New Coke était préféré dans les tests de goût. Mais Coca-Cola avait sous-estimé un facteur crucial.
la valeur émotionnelle et symbolique de leurs produits. Coca-Cola n'était pas seulement une boisson, c'était une institution, un pilier de la culture américaine depuis près d'un siècle. En changeant la formule, l'entreprise avait brisé la confiance et les souvenirs affectifs de millions de personnes. Face à cette tempête, Coca-Cola finit par céder. Ils réintroduisirent la formule originale sous le nom de Coca-Cola Classic. Ce retour fut accueilli avec une euphorie générale. Les appels et les lettres, autrefois remplis de colère, se transformèrent en messages de gratitude et d'amour. Les ventes de Coca-Cola explosèrent et la marque regagna rapidement sa position dominante. Ironiquement, ce qui avait commencé comme un désastre devint l'un des plus grands triomphes marketing de l'histoire. Certains sceptiques suggérèrent que tout avait été orchestré pour raviver l'amour des consommateurs pour la marque, mais ce n'était pas le cas. New Coke était une véritable erreur et Coca-Cola avait appris une leçon précieuse. Leur succès ne reposait pas sur le goût, mais sur ce que leurs produits représentaient pour les gens. En fin de compte, l'épisode de New Coke rappelle que la fidélité des consommateurs ne se mesure pas uniquement en test de goût, mais dans la connexion émotionnelle qu'une marque établit avec son public. Coca-Cola avait survécu à une crise majeure, prouvant une fois de plus qu'elle était bien plus qu'une simple entreprise. Elle était une légende culturelle. Cependant, dès que la nouvelle formule a été introduite, la réaction du public a été explosive, et pas dans le bon sens. Les premiers jours après le lancement de New Coke, Coca-Cola a été inondé de plaintes. Chaque jour, des milliers d'appels téléphoniques et de lettres arrivaient dans leurs bureaux. Certains consommateurs exprimaient leur colère, d'autres leur désespoir. Beaucoup suppliaient Coca-Cola de ramener la formule originale. Les médias se sont rapidement emparés de l'histoire, amplifiant la colère des consommateurs. Des reportages indignés remplissaient les journaux et les émissions de télévision. Dans les stades, lorsque Coca-Cola diffusait des publicités pour New Coke sur des écrans géants, le public houait bruyamment. Il était désormais cool de détester New Coke, même parmi ceux qui ne l'avaient jamais goûté. Un employé de Coca-Cola a résumé la situation ainsi. Nous aurions pu introduire une Ace élixir des dieux, et cela n'aurait rien changé. En effet, il est vite devenu évident que le problème n'était pas le goût de New Coke. Les tests montraient que cette formule était objectivement meilleure dans les dégustations à l'aveugle, mais Coca-Cola avait sous-estimé une vérité fondamentale. Leur produit n'était pas qu'un soda. Depuis près d'un siècle, Coca-Cola représentait bien plus qu'une boisson. C'était une icône, une partie de la culture américaine, un symbole de constance dans un monde changeant. Changer la formule de Coca-Cola, c'était comme changer le drapeau national ou réinventer un monument historique. Pour des millions de consommateurs, c'était une trahison. Une lettre parmi les nombreuses reçues par Coca-Cola disait « Changer Coca-Cola, c'est comme rendre l'herbe violette ». Une autre exprimait une douleur plus personnelle. « Vous avez détruit mon enfance ». Après des mois de protestations incessantes, Coca-Cola a finalement cédé à la pression populaire. Ils ont ramené la formule originale sous le nom de Coca-Cola Classic. Ce geste a été accueilli avec une euphorie générale. Les appels et les lettres, autrefois remplis de colère, se sont transformés en messages de gratitude et de joie. Un responsable marketing de Coca-Cola a décrit la réaction du public en ces termes. On aurait dit qu'on venait d'inventer un remède contre le cancer. Le retour de Coca-Cola Classic a marqué un tournant pour l'entreprise. Les ventes ont explosé et la marque a regagné sa position dominante sur le marché. Ironiquement, ce qui avait commencé comme une catastrophe est devenu l'un des plus grands triomphes marketing de Coca-Cola. Certains sceptiques ont suggéré que toute cette controverse avait été planifiée, que Coca-Cola avait intentionnellement lancé New Coke pour raviver l'amour des consommateurs pour la formule originale. Mais la vérité est plus simple. New Coke était une véritable erreur, une tentative sincère mais mal avisée de répondre aux défis posés par Pepsi. Malgré tout, cet épisode a enseigné à Coca-Cola une leçon essentielle. Le succès d'un produit ne repose pas uniquement sur son goût ou ses caractéristiques objectives. Ce qui compte vraiment, c'est ce que le produit représente dans le cœur et l'esprit des consommateurs. Aujourd'hui encore, l'épisode de New Coke est étudié dans les écoles de commerce comme un exemple fascinant de la puissance des marques et des émotions qu'elles suscitent.
Coca-Cola a appris, à travers cette crise, que leur véritable force réside dans leur capacité à incarner bien plus qu'un simple soda. Ils sont un symbole, une tradition et pour beaucoup, un vieil ami. Si cette histoire vous a captivé et que vous voulez en découvrir d'autres, faites-le moi savoir en commentaire. Quelle aventure d'entreprise ou anecdote historique aimeriez-vous que je raconte dans une prochaine vidéo? Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer et activez la cloche pour être prévenu dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Ensemble, explorons les secrets, les succès et parfois les échecs des marques les plus fascinantes du monde. Merci d'être là et à très bientôt pour une nouvelle aventure incroyable.